Le taux de chômage des jeunes en France, il est, pour les 18-24 ans, entre 23, 24, 25%. Enfin, selon les époques, en tout cas, il est très élevé. Beaucoup d'entre nous considèrent que 25% de taux de chômage des jeunes, ça veut dire que sur 100 jeunes, 25 sont au chômage. Alors heureusement, c'est pas tout à fait la réalité. Yann Sonnet va nous faire un tout petit peu de pédagogie pour nous rappeler, qu'est-ce que c'est que le taux de chômage des jeunes, mais aussi quelle est la part des jeunes qui sont effectivement au chômage. Le taux de chômage, en fait, c'est le nombre de jeunes au chômage rapporté au nombre de personnes en activité, donc au nombre de jeunes en activité. Et ces jeunes en activité peuvent être en emploi ou au chômage. Donc là, c'est un taux qui arrive au deuxième trimestre 2011 à 22%. Mais il y a également une autre façon de comptabiliser le chômage, c'est dire la part des chômeurs au sein de la population totale. Et là, c'est plus bas, c'est 9%. Donc on peut dire que près d'un jeune de 15-24 ans sur 10 est au chômage, mais près d'un jeune actif sur 4 est au chômage. Voilà au niveau des chiffres. Donc on ne doit pas dire un jeune sur 4 est au chômage, ce n'est pas juste. Mais on peut dire un jeune sur 10 à peu près est au chômage entre 15 et 24 ans. En fait, le niveau de formation a une importance primordiale. Si on rapporte les jeunes qui n'ont pas le niveau bac aux jeunes qui ont un diplôme d'études supérieures, on voit que le taux est multiplié par 3 par ceux qui n'ont pas le niveau bac. Donc ils ont un taux de chômage beaucoup plus élevé. Il y a également les effets géographiques, savoir où on habite. Par exemple, quand on compare le taux de chômage des jeunes en France métropolitaine ou quand on inclut les dom-tom, le taux de chômage des jeunes est un peu plus élevé quand on inclut les dom-tom également. Donc ça, c'est très important de savoir exactement ce qu'on mesure. C'est très important. Et nous, à l'OCDE, nous avons l'habitude de comparer 34 pays. Et on ne veut pas comparer 34 pays sur un seul indicateur. Donc, pour notre étude sur l'emploi des jeunes, que nous avons menée sur 16 pays en profondeur, dont la France, et 34 pays en général, on a une dizaine d'indicateurs, parce qu'on veut voir ce qui se passe. Et par exemple, ce qui est très important, c'est un nouveau sigle qui apparaît de plus en plus, c'est les NEET. Ce sont des jeunes qui sont nulle part, en fait. Ils sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Et ça, c'est un indicateur qui trouble énormément parce que ce sont des jeunes qui sont très difficiles à toucher aussi. Ce sont des jeunes qui ont un peu démissionné. Aux États-Unis, on dirait disconnected. Ils ont déconnecté. Combien est-ce qu'il y en a en France de ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en... 12%. 11-12%. Et ça, c'est très proche. Dans tous les pays de l'OCDE, il y en a. Et parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui cumulent des désavantages. Par exemple, ils sont issus de l'immigration, ou ils sont une minorité ethnique, ils vivent dans des endroits isolés, ils n'ont pas de formation. Par exemple, au Canada, c'est les autochtones, donc les Canadiens d'origine indienne. Comme en Australie aussi, ce sont également les autochtones. En France, on peut dire, et nous avons appelé dans notre étude sur la France, les laissés pour compte. Ce sont des jeunes qui cumulent le fait d'être issus de l'immigration, de ne pas avoir de diplôme, vivre dans des banlieues difficiles ou à la campagne, etc. Et donc là, on en a 11%. Stéphane Carcillo, quand on parle de ces jeunes qui cherchent du travail, alors il y a le moment où on cherche du travail à l'instant T, où on peut effectivement se retrouver au chômage, en difficulté pour trouver de l'emploi. Si on regarde 2 ou 3 ans après la sortie du système éducatif de la formation initiale, est-ce qu'on constate la même chose? Est-ce que tous les jeunes ont les mêmes difficultés 3 ans après? Est-ce que certains sont en emploi quand d'autres ne le sont pas? Est-ce qu'il y a de vraies différences dans la population des jeunes en France? Il y a des écarts qui sont très très importants. Comme l'a dit Yann Sonnet, il y a un écart énorme entre ceux qui n'ont pas de diplôme et ceux qui ont un diplôme. Et notamment un diplôme du supérieur. En fait, 3 ans après la sortie de l'école, que cette sortie est débouchée sur un diplôme ou pas, on observe des différences énormes en termes d'emploi et de chômage. Le taux de chômage des diplômés 3 ans après la sortie de l'école, c'est environ 10% en France. Pour les non-diplômés, c'est 30%. Donc on a toujours cette règle de 3 qui continue à s'appliquer.
Et surtout, ce qu'on observe, c'est que au bout de 5 ans après la sortie des études, 80% des jeunes qui ont obtenu un diplôme ont un emploi stable, alors que c'est absolument pas le cas pour ceux qui n'ont aucun diplôme. Donc les trajectoires après la sortie de l'école divergent de manière radicale entre ceux qui ont réussi à décrocher un diplôme, pas forcément un diplôme universitaire, ça peut être aussi un diplôme à l'issue de l'apprentissage, et ceux qui n'ont pas de diplôme, qui en France ont de grandes difficultés pour s'en sortir, parce que l'école n'a pas prévu de séquence de rattrapage, et le marché du travail en France fait qu'il n'y a pas non plus de système qui est prêt pour les accueillir. Je voulais revenir sur ce sujet des jeunes. Clairement, nous sommes, au travers de notre activité du travail temporaire, nous sommes un rattrapage. Et aujourd'hui, 60% de la population intérimaire, ce sont des jeunes, parce qu'ils ont bien compris que c'était une façon de faire un pont entre un système éducatif qui ne les a pas préparés à rentrer dans l'entreprise et l'entreprise. Et on le fait au travers, je dirais, d'une expérience concrète en pouvant jouer de temps en temps sur des contrats de professionnalisation. Donc ils ne sont pas tous à la dérive, mais clairement, ils ont plus de difficultés. Alors ce sujet du décalage entre la formation des jeunes et la production, j'allais dire, du système éducatif et ce que demande l'entreprise, c'est un phénomène général. Clairement, l'entreprise, ses façons de travailler, ses méthodes de travail évoluent beaucoup plus vite qu'on arrive à faire évoluer le système éducatif. Et c'est encore pire quand on fait quelques erreurs sur l'organisation du système éducatif, ce que clairement on a fait en France. Ce qui est particulier à la France, c'est qu'embaucher est vu comme un risque. Et c'est vu comme un risque parce qu'on a un marché du travail qui est relativement rigide. Et donc les entreprises sont beaucoup plus précautionneuses à s'engager. Et du coup, elles vont multiplier ce qu'elles considèrent être comme des garanties et qui ne sont pas nécessairement des garanties. Le diplôme, c'est typique de la France, c'est-à-dire que nous sommes un pays, alors c'est aussi lié à notre culture, hein, on sélectionne par l'éducation et du coup on va considérer que le diplôme c'est une garantie à moins d'échecs lorsque l'on recrute. Donc cette façon de recruter, ça c'est quelque chose qui est particulier à la France. Le sujet de la déconnexion entre les compétences des jeunes et celles qu'attendent les entreprises, c'est un phénomène plus général partout dans le monde et en particulier dans l'Europe du Sud. Ça fait 30 ans qu'on a en France un problème du chômage qui concerne les jeunes, que crise ou par crise, on n'a pas réussi à résorber. Donc on a un véritable problème structurel d'emploi des jeunes avec lequel qu'on a du mal à régler. Et depuis 30 ans, on a mis en place des mesures qui n'ont pas réussi à changer la donne et qui ont toute une particularité, en tout cas qui répondent à une même logique, c'est d'intervenir une fois que le jeune est en difficulté. Ça veut dire qu'on demande aux jeunes d'attendre d'être en difficulté pour pouvoir bénéficier d'une aide. Et finalement, après, on s'étonne qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Tant qu'on attendra que le problème se pose pour le traiter, eh ben, on n'arrivera pas à faire en sorte qu'il ne se pose pas. En gros, si on veut que les jeunes ne soient pas en difficulté, il faut permettre à ceux qui ne sont pas encore en difficulté de ne pas le devenir. Donc, nécessité d'intervenir, comme on dit un peu basiquement, de façon préventive, pas simplement réparatrice une fois que les jeunes sont sortis du système éducatif, une fois qu'ils sont dans un certain nombre de difficultés accumulées. Ça ne veut pas dire que pour ceux qui sont dans cette situation, il ne faut pas des filets de sécurité, mais ça ne suffit pas à apporter des réponses aux jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de travailler, qui ont envie de se développer, qui ont envie de s'intégrer. Et donc, il faut que la société elle soit aussi en capacité de leur tendre la main, de leur apporter des solutions par rapport à leurs envies et pas que par rapport à leurs problèmes. Bonjour, je suis Benoît Knep, je suis responsable des établissements marseillais d'apprentis d'Auteuil. Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui accueille des jeunes, 13 000 jeunes en difficulté familiale, sociale, scolaire. Et l'une de nos priorités, justement, c'est la lutte contre l'échec scolaire. Alors c'est vrai que la plupart des jeunes qui arrivent chez nous sont en échec scolaire, voire déscolarisés depuis 1 an ou 2. J'ai une question à Madame Sonnet. Je vois qu'en matière d'alternance ou d'apprentissage, il y a des incitations fiscales qui sont faites aux entreprises, mais qui ne tiennent pas compte de publics distincts.
C'est-à-dire qu'un entrepreneur aura les mêmes avantages à prendre en alternance, un jeune sorti de l'ESSEC, par exemple, ou qui a juste un CAP. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous ne devrions pas avoir justement des politiques plus incitatives qui tiennent compte aussi du parcours? Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne pense pas qu'un objectif, par exemple, 1 million d'apprentis a un sens en soi. Il faut en fait faire en sorte qu'il y ait plus d'incitation pour l'embauche d'apprentis qui n'ont pas de diplôme, par exemple, ou qui ont beaucoup de difficultés à s'insérer. Mais ça a été inclus dans le plan d'urgence pour l'apprentissage des jeunes en avril 2009 ici en France. Sans doute, et là c'est une question que je vais peut-être poser à Madame Françoise Gris. Oui. Les patrons ont du mal à embaucher Les méchants patrons. Des jeunes non qualifiés. Et ce sont ces jeunes-là qui risquent le plus d'être en chômage de longue durée. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent aussi des jeunes pas forcément super diplômés. Hein, et je reviens sur le sujet. La façon dont j'en parlais, d'ailleurs, c'est caractéristique. On demande immédiatement quels sont les diplômes qui vous préparent à l'emploi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut y répondre. C'est quels sont les potentiels des jeunes que l'on recherche. Donc, beaucoup d'entreprises ont besoin d'avoir des jeunes et pas tous bardés de diplômes. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la visibilité est relativement restreinte dans leur paysage économique, que la plupart des entreprises qui ont besoin d'embaucher sont des petites entreprises et que, y compris pour s'engager sur des filières d'apprentissage et s'engager avec un jeune dans l'apprentissage, c'est 2 ans pour une entreprise. C'est pas mal d'efforts en matière d'encadrement, de suivi. Et c'est un énorme effort. Et oui, il y a un certain nombre d'incitations, mais qui sont relativement négligeables par rapport à l'effort qui est demandé par les entreprises, aux entreprises. Et on voit bien aujourd'hui un certain nombre d'entreprises avoir des difficultés à s'engager vis-à-vis des jeunes, avoir aussi des difficultés à s'engager dans la durée sur le type d'accompagnement qu'on leur demande. Beaucoup d'entreprises sont capables d'encadrer sur la dimension métier, mais des jeunes qui sont en apprentissage, il faut aussi les accompagner dans leur intégration dans la vie et forcément sur des sujets sur lesquels une petite entreprise est plus en difficulté pour accompagner des situations de vie. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est l'apprentissage des jeunes diplômés qui progresse en France, alors que c'est des jeunes moins qualifiés qui devraient y avoir accès. Et on est en train de faire perdurer notre système actuel en utilisant l'apprentissage pour simplement conforter des embauches qui, d'une certaine façon, auraient eu lieu de cette façon-là. Donc il faut absolument qu'on rectifie le sujet. Il faut que l'on décloisonne nos façons de faire l'apprentissage. Il y a les ingrédients sont là, on peut les actionner différemment, on peut faire des parcours au travers de multiples entreprises. Nous avons bien l'intention nous-mêmes d'utiliser les nouveautés de la loi Cherpion pour pouvoir être en accompagnement nous-mêmes de l'apprentissage, parce que si on continue à le faire comme on le fait aujourd'hui, je pense que nous aurons raté le coche du développement de l'apprentissage sur les jeunes qui en ont le plus besoin et qui sont effectivement les jeunes qui sont en défaut d'intégration dans le marché du travail. Il se trouve qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites de l'apprentissage. Alors après, on peut dire effectivement que c'est toujours difficile pour les jeunes de s'insérer, mais les jeunes qui sont passés par l'apprentissage, à caractéristiques identiques à ceux qui ne sont pas passés par l'apprentissage, ont beaucoup plus de chances de décrocher un emploi l'année qui suit. Beaucoup plus de chances. Ils ont beaucoup plus de chances à s'insérer. Et pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils ont acquis une expérience professionnelle dont a besoin l'entreprise, ou dont ont besoin les entreprises similaires. La deuxième raison, c'est qu'ils ont acquis des compétences techniques en lien exactement avec les métiers demandés. Et ça, c'est la grande différence d'insertion des jeunes qui sont passés par l'apprentissage par rapport aux jeunes qui, aujourd'hui, sortent d'une filière classique de l'université, dans laquelle il y a encore trop peu de liens avec l'entreprise. Et qui, du coup, n'ont pas assez d'expérience de stage ou des premières expériences professionnelles avec une entreprise et ont des compétences qui ne sont pas forcément en lien avec les besoins de l'entreprise. Donc, de ce point de vue, oui, il y a sur le papier et aussi dans les faits d'énormes différences de chance entre les jeunes qui sont passés par l'apprentissage et ceux qui ne sont pas passés par l'apprentissage.